Après avoir passé en revue les différents constituants de la rétine, et pour savoir quel élément de la rétine est responsable de la sensibilité de la lumière et de la transmission non photique au noyau suprachiasmatique, c'est-à-dire qui n'a pas de rapport avec le système visuel, on utilise des souris transgéniques présentant des pertes de l'un et ou de l'autre des couches qu'on appelle knock-out CO de tel ou tel photopigment. Et vous voyez par comparaison à la souche normale appelée wild type qui possède toutes les couches de la rétine, on peut citer la souche RDTA-CL qui a perdu les bâtonnets et les cônes. Vous voyez sur la figure à droite que l'épithélium rétinien est très réduit, sinon absent. L'utilisation de tels mutants pour rechercher si les bâtonnets et ou les cônes sont impliqués dans la synchronisation du système circadien, on a déterminé les décalages de phase produits par 15 minutes de lumière à CT16 avec différentes intensités lumineuses. Alors, s'il y a décalage de phase avec des animaux qui ne possèdent pas de cônes, ça veut dire que les cônes ne sont pas responsables de la synchronisation des noyaux suprachiasmatiques par la lumière. Par contre, s'il n'y a pas de décalage de phase, ça veut dire que les cônes sont les responsables de cet entraînement. Sur le graphe, nous constatons que plus l'intensité de la lumière est importante, plus le décalage de phase est important, aussi bien pour les animaux, pour les souris normales que celles n'ayant pas de cône. Les souris énucléées ne présentent qu'un petit décalage de phase avec de très fortes intensités de stimulation. Ce qu'on peut conclure, c'est que le décalage de phase est dépendant de l'intensité lumineuse et que les yeux sont indispensables, mais les cônes ne sont pas indispensables pour l'entraînement du noyau suprachiasmatique par la lumière externe. Sur l'histogramme à droite, nous constatons qu'aussi bien les souris normales, les wild type, que les déficientes de bâtonnets représentées par des points, que celles déficientes de bâtonnets et de cônes représentées par des barres noires, sont entraînées par les flashs de lumière et ce, en fonction de l'intensité de la luminosité. On peut donc conclure des deux graphes que le décalage de phase est dépendant de l'intensité lumineuse, que les yeux sont indispensables à l'entraînement, mais ni les cônes ni les bâtonnets ne sont indispensables. Alors, on peut se demander s'il existe de nouveaux photorécepteurs oculaires qui permettent cet entraînement. Dans cette expérience, l'enregistrement au libre cours est réalisé d'abord chez une souris normale, wild type, et une souris déficiente en mélanopsine. La souris wild type montre une rythmicité endogène, en l'occurrence ici de période inférieure à 24, puisque l'enregistrement de l'actogramme tend vers la gauche. Une stimulation lumineuse unique en début d'une nuit subjective provoque un retard de phase de rythme d'activité locomotrice. Pour la souris OPN4-, homozygote déficiente en mélanopsine, on a l'enregistrement d'actogramme qui se trouve en dessous. Que constatez-vous? Alors, je vous demande de réfléchir un peu avant de passer à la diapositive suivante. La souris OPN4- montre une rythmicité endogène, en l'occurrence ici de période inférieure à 24, comme celle de la souris wild type. Une stimulation lumineuse unique en début d'une nuit subjective provoque un retard de phase du rythme d'activité locomotrice de façon similaire à celle de la wild type. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure?
Il faut savoir que chez une espèce, les périodes individuelles peuvent être un peu différentes. Donc, la différence que vous constatez au niveau des actogrammes n'est pas due à la mutation. On peut conclure que la mélanopsine n'est pas indispensable à la détection de la lumière et la synchronisation des noyaux suprachiasmatiques. Réfléchissez à cela. Quel raisonnement pouvez-vous faire pour aller plus loin? Par exemple, est-ce que cela signifie qu'il existerait encore un autre photopigment? Si maintenant on utilise des souris qui présentent 3 mutations, et ceci au niveau de 3 gènes, gène OPN4 déficient en mélanopsine, mais les cellules ganglionnaires sont toujours présentes, gène GNA1, les bâtonnets ne sont pas fonctionnels, gène CNGA3, les cônes ne sont pas fonctionnels. Nous constatons que sur l'actogramme à gauche, les souris hétérozygotes, lorsqu'elles sont soumises à une période de 16 heures lumière et 8 heures obscurité, elles présentent une activité synchronisée avec une activité locomotrice qui débute avec le début de la phase obscure. Par contre, sur l'actogramme à droite, une souris knockout aux 3 gènes, c'est-à-dire déficiente en mélanopsine, les cônes et les bâtonnets, même s'ils sont présents dans la rétine, ils ne présentent pas de photopigment. Cette souris montre une activité locomotrice en libre cours, même si elle est sous un cycle de 16 heures lumière et 8 heures obscurité. Alors, que peut-on conclure? On constate que la souris triple hétérozygote présente un rythme nictéméral de 24 heures, alors que la triple knockout exprime le rythme endogène de 23h,3 plus ou moins 0,2. Et ceci malgré le cycle lumière-obscurité. Ces noyaux suprachiasmatiques ne sont pas entraînés. Donc, il n'y a pas de 4e photopigment. Il faut rendre inopérants les 3 types de photorécepteurs pour que la lumière ne soit plus perçue par le noyau suprachiasmatique. Dit autrement, l'un ou l'autre seulement des 3 photorécepteurs peut renseigner les noyaux suprachiasmatiques. Les cellules ganglionnaires à mélanopsine qui projettent sur le noyau suprachiasmatique reçoivent les projections des cônes et des bâtonnets, soit elles répondent directement à des stimulations lumineuses. On constate sur la figure que lorsque l'intensité lumineuse est basse, ce sont les bâtonnets qui sont les premiers stimulés et transmettent l'information aux cellules ganglionnaires qui, à leur tour, informent les noyaux suprachiasmatiques. Lorsque l'intensité lumineuse augmente, nous avons le recrutement des cônes qui sont activés avec les bâtonnets qui projettent sur les cellules ganglionnaires à mélanopsine. Quand l'intensité lumineuse est très élevée, les cellules ganglionnaires à mélanopsine sont stimulées directement. Ceci explique le fait que l'existence de l'un ou l'autre des types cellulaires est suffisant pour transmettre l'état de la luminosité périphérique et entraîner les noyaux suprachiasmatiques. Ceci explique le fait que l'existence de l'un ou l'autre des types cellulaires est suffisant pour transmettre l'état de luminosité périphérique et entraîner le noyau suprachiasmatique. Alors maintenant, savez-vous pourquoi on demande à certains aveugles de ne pas porter des lunettes sombres?